Le mot de la fin, ça ne veut pas dire le dernier mot, je vous rassure. Il y a tant de discussions qui ont commencé ce midi autour du déjeuner que j'espère que beaucoup d'entre vous pourront poursuivre ces conversations dans quelques minutes lorsque j'en aurai terminé avec ce qui relève plus du manifeste que véritablement de conclusion. À l'heure où l'émotionnel prend le pas sur le rationnel, à l'heure où les simplismes l'emportent sur les nuances, à l'heure où l'instinct et le bon sens prévalent sur la raison, la rigueur et la logique, à l'heure où la légitimité est plus souvent associée à la popularité qu'à la qualité, à l'intelligence ou à la vérité, à l'heure où la vérité qui gêne est disqualifiée en simple opinion parmi d'autres, à l'heure où la vérité des faits, y compris les plus matériels et indiscutables, sont ébranlés par l'exagération, le mensonge et la fourberie, à l'heure où l'ignorance, les dogmes, les instincts les plus vils et n'ayant pas peur des mots, la bêtise humaine remettent en cause jusqu'aux acquis des Lumières que l'on pensait pourtant intangibles, à l'heure où les théories fondamentales avérées mais inopportunes pour certains dogmes sont ramenées à une théorie parmi d'autres dans les programmes scolaires de certains États, par un invraisemblable et insupportable détournement scandaleux du libre examen qui nous tient tant à cœur, à l'heure où des pseudo-explications, fallacieuses mais tellement séduisantes par leur simplicité, submergent les foules qui succombent à la paresse et renoncent à l'effort que requiert pourtant la complexité. J'espère que personne n'a oublié son Prozac ce matin. À l'heure où aussi les progrès vertigineux des sciences engendrent une production exponentielle de savoirs complexes, à l'heure où rien que dans le domaine biomédical, 1 million d'articles sont publiés dans des revues scientifiques chaque année. Ça représente 2 par minute, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À l'heure où la tyrannie des indicateurs bibliométriques et les carcans de l'évaluation poussent les chercheurs du monde entier à atomiser les résultats de leurs recherches pour optimiser leur bilan de publication et leurs indicateurs d'impact. À l'heure où des pseudo-éditeurs, véritables prédateurs, publient et diffusent à leur seul profit des articles au contenu incertain ou franchement fantaisiste. À l'heure où même les articles publiés dans des revues sérieuses, au contenu soumis au contrôle des pairs, sont amenés à corriger ou rétracter un nombre toujours croissant d'articles entachés d'erreurs ou de fraude, ou aux résultats non reproductibles, Axel Clermans nous en donnait un exemple hier soir encore. À l'heure où la maîtrise des connaissances scientifiques, même élémentaires, décline, de même que l'intérêt des plus jeunes pour les études et les carrières associées aux sciences et à la recherche. À l'heure où les rédactions, même des plus prestigieux médias d'information, réduisent ou suppriment les postes de journalistes scientifiques. À l'heure, pour reprendre le titre de ce colloque, de la désinformation numérique. À l'heure, donc, où les ténèbres et l'agnotologie dont parlait Edwin Zakai tout à l'heure menacent à nouveau les Lumières. La responsabilité de l'université en matière de diffusion des savoirs, de la connaissance scientifique, de ce que l'on sait, de ce que l'on ignore, de ce que l'on commence à comprendre, est écrasante. La vulgarisation, c'est-à-dire la traduction en langage profane du discours savant de la connaissance, n'est plus suffisamment assumée dans nos sociétés et il nous revient, par défaut, de combler ce déficit. Nous sommes le dernier rempart face à l'obscurantisme. Dans ce contexte, les efforts depuis 125 ans de l'extension de l'ULB et de ceux et celles qui, pendant tout ce temps, se sont investis dans ces activités. C'est 125 ans après Jésus-Christ, je précise pour le public, monsieur. Les efforts de l'extension sont à la fois exemplaires et dérisoires. Exemplaire parce que l'extension, suivant le bon exemple de l'université d'Oxford, comme le rappelait Serge Jaumin, a jeté des ponts par-dessus le fossé profond et qui ne cesse de se creuser et de s'élargir entre le savant et le profane, entre l'académique et le civil, entre les chercheurs savants et les citoyens, y compris les décideurs et les législateurs souvent désorientés. Dérisoire parce que très insuffisant pour assurer une fluidité et des débits suffisants entre ces deux mondes. Ces ponts sont trop étroits et trop peu fréquentés. Trop peu de citoyens vont prendre le temps de participer aux activités organisées par l'extension et, balayons devant notre porte, trop peu de chercheurs vont se porter volontaires pour les animer. Ce déficit d'investissement dans le chef de la communauté scientifique est indéniable, mais il doit être observé
dans un contexte institutionnel qui ne valorise pas assez, on l'a dit tout à l'heure, les efforts en la matière. Concrètement, à l'ULB, dans les grilles d'évaluation utilisées pour les promotions dans le corps académique, les efforts de ce que j'appellerais des transferts de connaissances vers, le transfert de connaissances vers des non-spécialistes ou vers des spécialistes d'autres choses, ne sont valorisés que sous l'intitulé « activité de vulgarisation », soit un critère sur 20, et encore, il n'intervient que dans la rubrique des missions de service à la communauté qui ne sont prises en compte que pour les promotions au rang de professeur ordinaire. Or, la transmission de savoir en dehors de l'institution académique est chronophage. Ça prend du temps et du talent créatif de préparer une bonne conférence de vulgarisation, puis de traverser la Wallonie pour retrouver son public. Ça prend du temps de préparer une interview avec des journalistes et de se rendre jusqu'à un studio de TV ou de radio pour assurer le rôle de l'expert, souvent dans une improvisation plus ou moins contrôlée. Non seulement ces efforts ne sont pas reconnus par l'institution que du bout des lèvres, mais il n'est pas rare qu'ils soient préjudiciables à l'image et à la réputation de celui ou celle qui les consent. La vulgarisation, parce qu'elle s'accompagne inévitablement de simplification, se heurte aux réticences de ceux et celles qui considèrent que la science est trop sérieuse et trop complexe pour ce type d'exercice, qui aboutit inévitablement à une dévalorisation et à une distorsion du savoir qui, au nom de la rigueur et d'une certaine représentation de l'intégrité, ne peut être partagé en dehors de la communauté des experts. Plus que jamais, se replier dans la tour d'ivoire, c'est laisser le champ à ceux et celles qui, pour des raisons idéologiques, économiques, politiques, religieuses ou simplement partisanes, n'auront aucun scrupule à partager, diffuser, imposer même les pseudo-théories qui servent à leurs intérêts, et ils n'auront pas de mal à les travestir en expertise que les moyens de communication numérique modernes leur permettront de répandre sans entrave. On parle beaucoup ces temps-ci de crise des corps intermédiaires. Philippe Van Parijs évoquait il y a un instant les gilets jaunes. Corps intermédiaires entendus comme les groupes sociaux assurant la médiation entre les gouvernants et les gouvernés, entre les institutions publiques et les citoyens. Au fond, j'ai l'impression que l'extension de l'ULB constitue rien moins qu'un corps intermédiaire d'un autre type, entre la communauté savante et la société civile. L'extension assure la médiation entre l'institution académique et les citoyens. C'est une responsabilité énorme qu'elle partage avec d'autres, bien sûr, mais qui s'alourdit encore dans le contexte actuel de défiance croissante à l'égard des institutions et singulièrement des intellectuels et des métiers en logue, comme on nous l'expliquait tout à l'heure. Longue vie donc à l'extension, on a vraiment besoin d'elle. Scientia vincere tenebras, oui Philippe, c'est ça que ça veut dire. Merci.